Allô, allô, a priori c'est bon. Je vais pouvoir partir du coup. Alors, bonjour à toutes et à tous, et aux personnes qui vont voir cette vidéo, et aux personnes qui sont là. Hello, du coup. Alors, je vais juste l'heure. Ok. Ok, ça marche. Bon, un petit peu à la bourre, mais c'est pas très grave. Et coucou du coup, Tech Mefre. Tech Mi à faire. Alors, le but du jeu dans cette session-là, du coup, je vais développer une application un petit peu complexe, mais je vais aller petit bout par petit bout. Le but du jeu, c'est de me faire la main sur des technos que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser et de commencer à mettre un petit peu les pieds dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est un domaine qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Donc, je bouquine un peu dessus. Et voilà, force de bouquiner, bah, c'est quand même bien de pratiquer. Et là, du coup, je vais me faire une petite application, bah, voilà, comme je disais, qui va me permettre de retoucher à pas mal de petites technos et d'avoir une bonne base pour faire de l'IA dessus. Et je fais un petit schéma très simpliste de ce que je projette de faire. Donc je verrai, peut-être que ça va être modifié un peu en cours de route, mais grosso modo, je vais avoir une application principale qui va être le jeu d'échecs, donc avec des fonctionnalités très très simples. Je vais juste afficher un jeu d'échecs. Au début, je vais le faire sur un terminal. Je verrai ensuite si je le ferai proprement sur une page web. Et une fois que ça sera posé, bah, à ce moment-là, je vais pouvoir entraîner une IA. Donc je verrai de quelle manière je m'y prendrai pour qu'elle puisse jouer des coups contre moi. Je puisse jouer contre elle, tout simplement. Et si je continue un petit peu à découper ça, donc là, dans l'application, on va donc avoir une partie client et une partie serveur. Et là, ce matin, je vais commencer à développer pour la partie serveur. Et ensuite, on va voir un petit peu comment tout ce beau monde va communiquer. Je vais passer par le protocole HTTPS. Hop, protocole très reconnu, très connu dans le monde du web, dans le monde de l'internet plutôt. Et je sais qu'entre le client et le serveur, je vais utiliser le port 3000 pour communiquer côté serveur. Alors, il faudrait que je refasse un peu le schéma, il n'est pas très clair là, mais bref, je vais passer par ce protocole-là. En fait, grosso modo, là, le serveur que je vais créer, je vais ouvrir des portes autour de mon serveur. Donc, ça sera la porte numéro 3000 par exemple. Et je vais pouvoir envoyer par cette porte-là le coup que je viens de jouer sur mon échiquier. Et le serveur va prendre en compte ce coup-là. Voilà, tout simplement. Et avec l'IA, bah, je passerai aussi par le protocole HTTPS. Donc quand je jouerai un coup depuis le client, le serveur prendra en compte le coup. Je communiquerai avec l'IA qui va travailler pour essayer de de construire le coup adverse. Et une fois qu'elle l'a construite, hop, elle envoie au serveur. Voilà. Et au niveau des technos, je vais, pour terminer, du côté du serveur, je vais utiliser Node.js, ce qui va me permettre d'exécuter du JavaScript en dehors d'un navigateur. Je vais utiliser le framework Express, alors c'est une grosse boîte à outils qui me permet justement de gérer facilement cette histoire de porte externe, donc le fait que je vais pouvoir communiquer avec mon serveur depuis l'extérieur. Et j'étais parti pour faire du JavaScript. Finalement, je vais me faire un petit peu la main aussi sur TypeScript, où je ne connais pas très bien. Donc je vais en profiter pour y aller dessus. J'ai déjà repéré un tuto sur le net que je vais suivre tranquillement, pas à pas, histoire que ce soit pas trop le bordel. Et voilà, je vais me concentrer que sur cette partie-là, là ce matin, que je ne vais sans doute pas terminer d'ailleurs. Et ensuite, peut-être la partie client avec React. Et à partir de là, je m'attaquerai à la partie intelligence artificielle. Et pour le coup, elle apprend d'elle-même ou via une bibliothèque de coûts. Alors l'intelligence artificielle, euh, bah en fait la réponse à ta question, elle est un petit peu dans les deux choses que tu es en train de citer. Je vais lui faire manger des bibliothèques de parties. Elle va s'entraîner dessus. Et c'est à partir de ça, elle va se servir de cette connaissance-là pour générer des coups par rapport aux coups que moi je vais jouer. Donc en fait, c'est un peu des deux. Donc il y a ce travail de, on lui fait bouffer des données, elle s'entraîne dessus, et ensuite elle doit être capable bah, de répondre à des coups que je fais moi sur les parties que je crée sur l'application. Et alors je bouquine, mais pour l'instant j'ai des connaissances assez limitées en intelligence artificielle, mais je suis pas certain qu'il y ait d'autres approches possibles dans ce cas de figure.
je réfléchis un petit peu. Mais mis à part lui faire manger des bases de données entières de parties déjà jouées par le passé et se baser là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas il y aura pas une meilleure approche. Bon, bref. Et du coup, on va commencer par le serveur. Alors, du côté, tac, du côté de l'application, hop, je retrouve mes petits, tac. Alors ça c'est le tuto sur lequel je vais me baser pour poser vraiment le socle technique de mon application. Et commencer tout à zéro, mais trop long et peu efficace. L'approche est plus importante. Oui, oui, effectivement, oui. Oups. Tac. Alors, du coup, je me suis créé une arborescence qui est ultra simpliste. Je me suis créé un sous-dossier AI pour là-dedans, je vais mettre la logique qui est dédiée à mon intelligence artificielle, à la future intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai app, donc qui reprend application, dans laquelle j'ai un sous-dossier serveur, un sous-dossier client. Je fais vraiment le plus simple. Et c'est bien de partir sur des choses simples au début. Donc du coup, si je vais dans app et ensuite sur serveur, là, à partir de là, pour l'instant, j'ai absolument rien dedans. Et donc, je vais installer petit à petit tout mon écosystème technique pour construire mon serveur. Donc, je me suis trouvé ce tuto. Alors, je vais le suivre pas à pas, tranquillement. Je vais commenter un petit peu ici et là. Donc, premièrement, c'est quoi une API REST? Alors, l'API REST, c'est ce dont je vais me servir pour pouvoir communiquer entre le client et le serveur ou le serveur et l'IA. C'est une manière de faire communiquer différentes applications qui sont indépendantes les unes des autres dans une architecture globale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais voir si ici il y a des choses un peu intéressantes. Donc tac tac tac, il rappelle ce que c'est, ok. Utilisable par exemple, bon, je vais passer, c'est pas super important ce qu'il y a là. Alors, on va commencer par installer Express. On va commencer à s'intéresser par Express, mais avant Express, on va commencer à initialiser un projet Node.js. Et pour ça, c'est assez simple. Donc ça, je reviendrai ensuite après. On va commencer par ça avant. Donc avant toute chose, voilà, il nous faut installer tout ce dont on a besoin pour développer. Donc moi, j'ai besoin de pouvoir exécuter du JavaScript sur un serveur, donc en dehors d'un navigateur. Donc je vais utiliser Node.js et donc je vais me créer une petite application qui va être calibrée pour travailler efficacement avec Node.js. Et pour ça, quand j'ai installé Node.js sur mon ordinateur, il m'a fourni plusieurs petites applications. Il m'a fourni Node, qui me permet d'exécuter du code JavaScript depuis mon terminal, par exemple. Mais il m'a également fourni une autre application qui est extrêmement importante, qui est NPM, qui est un gestionnaire de packages. Dans les grandes lignes, quand on développe un projet en informatique dans le domaine industriel, on s'y perd très très vite sur tous les petits packages qu'on utilise dans notre application, d'autant plus si ce sont des packages qui sont gérés par d'autres entreprises ou par des communautés de développeurs. Et du coup, on a des gestionnaires de packages comme NPM qui va gérer la bonne installation des packages externes et la bonne utilisation des versions. Si demain j'ai un package qui va se mettre à jour pour combler par exemple une faille de sécurité, NPM va de manière assez intelligente regarder tous les autres packages de mon application et il va vérifier si la mise à jour de mon premier package ne va pas rentrer en conflit ou ne va plus fonctionner avec les autres packages. Et à ce moment-là, Node.js, au mieux, il va mettre à jour les packages comme il faut. Au pire, il va s'arrêter. Il va me dire attention, ici j'ai un problème. Essayez de le résoudre manuellement. Bon, bref. Pour utiliser mon gestionnaire de package, c'est simplement NPM. C'est Node Package Manager, si je ne dis pas de bêtises. Et là, une toute première commande. Donc là, pour l'instant, on ne s'intéresse pas encore à Express. C'est le npm init -y. Alors, je vais simplement faire un npm init. Tac. Le Y, en fait, ça va me mettre un squelette par défaut. Donc, moi, j'aime bien mettre un petit peu mes informations dans le squelette avant. Par exemple, le nom du package. Donc là, mon dossier, c'est AHS. Donc, je ne vais pas l'appeler juste serveur. Je vais l'appeler AHS, app et serveur. Ensuite, version, bon, ça, je vais laisser. Description, je m'en fiche. Les entry points, pour l'instant, je vais laisser l'index.js. Donc, c'est le point d'entrée quand je vais solliciter le serveur, le premier fichier qui va être exécuté. Je verrai par la suite si ça va être modifié au fur et à mesure du tuto. Test commande,
on s'en fiche pour l'instant. Git repository, je m'en fiche. Keyword, pareil. Auteur, allez hop, je vais mettre le nom de l'auteur. Et la licence ISC. La licence ISC, c'est une licence pour des logiciels libre source, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je vais garder là-dessus. Ça, j'aime bien. Hop. Et du coup, il est en train de me dire, bon, ben, je vais créer ce fichier-là à la racine de ton projet, qui contient les informations que je viens de valider juste au-dessus. Je vais dire oui, hop, et on va vérifier ça. Si je regarde ce qu'on a dans le dossier, qui était juste avant la commande npm init, il était vide. Bah, ma commande npm init m'a créé le package.json qui reprend les données que je viens de renseigner. Voilà. Tout là-dessus, tout se passe bien. Donc je vais sans doute revenir dessus pour modifier 2-3 choses à la main. Je vais également jouer des commandes par la suite qui vont rajouter des choses dans ce fichier-là. Et justement, je vais m'intéresser maintenant à Express. Alors Express, pour rappel, c'est lui qui va me permettre à mon serveur de pouvoir communiquer avec des éléments externes, des autres applications externes. Donc je vais l'installer et on me propose d'utiliser toute cette ligne de commande. Alors là, on utilise pas mal de choses. Là, on installe Express dans le projet. Type node, qu'est-ce que ça fait? Compile vos fichiers TS. Alors TS c'est TypeScript. Alors TypeScript, du coup, c'est comme JavaScript, sauf qu'on rajoute une petite couche autour de JavaScript pour le rendre un peu moins permissif, parce que JavaScript, on peut créer par exemple des variables non typées, ce qui est la source de très nombreux bugs dans les applications. Et TypeScript, voilà, cadre un peu plus les choses, il est un peu plus contraignant quand on développe avec, mais justement, ça permet de développer du code un peu plus sécure. Et je connais assez bien JavaScript, par contre TypeScript pas du tout, donc je vais en profiter justement à travers ce projet-là pour me faire la main là-dessus. Et du coup, si j'installe dans mon dossier ici tsnode, d'accord, ça me permettra de transformer mes fichiers TypeScript en JavaScript qui seront ensuite exécutés par Node.js. Node.js ne sait pas exécuter du TypeScript, mais du coup, en installant ce petit package à l'intérieur de mon projet, je vais pouvoir traduire automatiquement le TypeScript en JavaScript qui va être exécuté par Node, comme je disais. Le core, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça c'est assez important. Est-ce qu'on a une explication assez courte? En fait, si je commence à m'embarquer sur une explication là-dedans, ça va être un petit peu long. Je regarde juste s'ils expliquent un peu rapidement. Permet d'autoriser uniquement certains domaines ou tous à envoyer des requêtes à notre API. Voilà, pour des raisons de sécurité, quand on a une application qui communique avec d'autres applications extérieures, on a de grosses règles de sécurité assez drastiques qui sont mises en place. De base, on n'a quasiment pas le droit de faire ça. Et en fait, le core, ça va permettre de déverrouiller, mais pile poil ce dont on a besoin, pour éviter d'ouvrir des brèches qui pourraient amener à des failles de sécurité par la suite. Bon, bref. Je rentre pas plus dans le détail là-dessus. Le NodeMon, je ne sais pas trop ce que c'est ça, permet de relancer le serveur à chaque chargement dans les fichiers sources. Ok, alors ça c'est super chouette. À chaque fois que je modifie mes fichiers, tac, ça va automatiquement redémarrer mon serveur. Je vais pas devoir relancer toute la machine manuellement. Le TS Config Pass, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de donner des schémas relatifs personnalisables. Ok. D'accord, bon, ça a l'air d'être plus sympa pour gérer les chemins internes dans l'application. Je vais garder. Le tsup, c'est quoi ça? Nous permettra de compiler nos fichiers TS en un seul fichier JS près la production. Et du coup, c'est quoi la différence entre tsup et NodeMon? D'accord, ok. Ici, je relance juste le serveur. Et c'est tsup qui s'occupe de la traduction de TypeScript à JavaScript. Ok, autant pour moi. Et naturellement, TypeScript. Ok, ça fait pas mal de packages d'un coup. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, ça va me prendre 3 quarts d'heure à installer tout ça, à le configurer. Que nenni, avec npm justement, et en une de commande, je vais pouvoir installer tout ça d'un coup. Alors là, actuellement, le package npm, il ressemble à ça. Donc, qui embarque toutes les configurations de mon projet. Et on va voir qu'il va être un petit peu plus gros, en ayant passé tout ça. J'exécute, on va voir si tout se passe bien. Donc là, on a npm qui travaille. Si je reviens sur le schéma, bah, du coup, ça va me permettre d'utiliser Express correctement avec Node.js. Ça me permet d'utiliser TypeScript correctement avec Express. Voilà, là vraiment, j'installe toute la stack technique, tout mon environnement technique avant de commencer à écrire mes premières lignes de code.
Alors, il a ajouté 139 packages. Alors, c'est un peu bizarre parce que je lui ai demandé de rajouter que ça. Pourquoi 139? Bah, parce qu'en fait, hein, tous ces packages-là ont leur propre dépendance. Donc, quand je les exécute, quand je les installe, pardon, ils vont installer toutes les dépendances dont ils ont besoin. Et ça, c'est NPM qui s'en occupe. C'est assez pratique. C'est assez sympa. Il a fait un audit sur 140 packages. Alors pourquoi 140 et pas 139, je ne sais absolument pas. On s'en fiche. Et ok. Bon, ça on passe, on s'en fiche aussi. Il a trouvé zéro vulnérabilité. Donc il faut savoir qu'il y a une veille technique qui est faite sur chacun des packages par les communautés qui sont faites, qui font ces packages, hein, chacun d'entre eux, et qui vont relever bah, de temps en temps, bah, attention, cette version-là, il y a une grosse faille de sécurité, et à ce moment-là, on l'aurait vu ici, directement. NPM nous aurait dit, bon, par contre, dans un des packages, faites attention, ici, il y a un truc un peu craignos, hein, mettez-le à jour quand vous pouvez. Bon, bref. Si j'affiche de nouveau mon fichier package.json, on voit ici que on a le dev dependency qui a été rajouté, on ne l'avait pas auparavant, et qui m'a mis tous les packages que je viens d'installer, avec les versions, les dernières versions stables que je peux installer et qui étaient compatibles avec tous les autres packages. Et ça, c'est quand même ultra confort. J'ai juste dit, je veux que tu m'installes tout ça, et tac, automatiquement, il a tout installé, il a mis les versions qu'il faut. J'ai rien d'autre à faire, c'est presque trop facile. Bref, si je regarde tous les dossiers et fichiers que j'ai, on a d'autres choses qui ont été rajoutées depuis tout à l'heure. On avait le package.json qui rassemble toutes les informations de nos packages. On a le package lock.json. Alors lui, je le connais pas très bien en détail, mais dans les grandes lignes, il va gérer tout l'historique de l'installation des packages que je vais faire dans les très grandes lignes. Le node module, c'est là-dedans où sont installés mes packages. Donc par exemple, dans node module, je vais avoir un package tsup, sans doute. Donc si je fais... Alors là-dedans, par contre, il y a les 139 packages qu'on a vu au-dessus. Donc on va avoir une longue liste. Pas 4, mais plutôt LL. Voilà, on a les 139 ou 140 modules qui ont été installés. Et par exemple, tsup, on va le retrouver quelque part là-dedans. Je l'ai ici, voilà. Et comme tsup a besoin de d'autres dépendances, il installe d'autres packages. C'est pour ça qu'on arrive à 139, 140 packages en tout. Voilà. Donc là, j'ai l'environnement technique qui est installé. Je vais pouvoir continuer le tuto tranquillement. Les dépendances de développement et de production. Oui, une petite information aussi. Là, j'ai installé des packages qui sont des dépendances dev. Ça veut dire que si je déploie mon application sur un environnement de production, tous les packages qui sont là ne seront pas installés sur le projet, dans l'environnement de production. Pour des questions de perf, pour des questions de sécurité, tout ça on en a besoin que lorsqu'on est en mode développeur en train de développer notre application. Je continue. Alors le course du coup, alors on a le type. Alors les types tatatak, ces modules nous permettent simplement d'avoir accès au type TS de nos dépenses. Ok, d'accord, donc le type node, c'est pour pouvoir utiliser node mais avec du TypeScript. Ici c'est pour pouvoir utiliser le course avec du TypeScript, etc. Mais je vais quand même devoir installer évidemment Express et course. Alors Express, il me semble que je l'ai déjà installé avec la commande d'avant. Ah non, pas du tout. J'ai juste fait en sorte que Express je puisse l'utiliser avec TypeScript. Ok, ça marche. Bah donc je vais tout simplement envoyer ceci. Hop. Nous allons ensuite définir des scripts dans notre package pour lancer les commandes. Alors, il a donc installé 63 packages supplémentaires. Il a audité 203 packages, donc sans doute tous les packages que j'ai, plus les nouveaux packages qui ont été installés. Zéro vulnérabilité, bon, bah ça part très bien. Et du coup, si je regarde de nouveau mon package.json, tac, on a donc les dépendances pour l'environnement de développement qui sont là et les dépendances tout court, Corse et Express. Donc ça, ces dépendances-là, j'aurai accès dans l'environnement de développement, mais aussi dans l'environnement de production. On continue. Là, au niveau du tuto, on me conseille de créer mes propres scripts. Alors en fait, NPM, ça permet d'installer des packages, mais ça permet également d'exécuter des scripts. Si je fais npm run, normalement, il va m'exécuter toutes les commandes dont j'ai accès actuellement. Donc j'ai accès à qu'une seule commande qui fait ceci, ce qu'on voit exactement là. Bon, et le echo, erreur, tac, exit 1, ça va simplement afficher le message. On va voir, hein. Ça va juste m'afficher un message. Voilà, erreur.
Nos tests bah en fait c'est encore plus simple, il m'a dit que test n'est pas spécifié. Bon, bref, on s'en fiche. Je vais remplacer ce script là par ces lignes ici pour l'instant. Donc je vais éditer, alors je vais le faire sur VS Code, ça sera un peu plus friendly. Où est-ce qu'il est? Te voilà, hop. Tac. Alors à la place de ce script là, je vais avoir ceci. Avec une virgule par contre. Donc du coup je vais avoir une commande dev. Alors nodemon c'était pour lancer le serveur, c'est ça? Je reviens ici. C'est pour démarrer le serveur. Donc si je fais npm run dev, je vais lancer le serveur qui va écouter tout ce qui se passe dans le dossier source. Donc si je fais des modifications dans le dossier source, il va essayer de relancer le serveur à ce moment-là. Et ensuite, bon, je rentre pas trop dans les détails. Le build, c'est lorsqu'on veut créer une application qui va arriver dans l'environnement de production. Pour l'instant, je m'en fiche. Et le start, c'est quoi la différence avec dev? On verra par la suite. Parce que là, j'ai l'impression que je démarre le serveur. Et ici aussi, on verra la différence ensuite. Enfin, il ne manque plus qu'à notre fichier tsconfig, à la racine de notre projet. Alors, vu que je travaille sur TypeScript, on utilise un fichier tsconfig que je vais devoir rajouter dans le dossier serveur du coup. Donc, new file, hop. C'est un fichier qui va embarquer les configurations qui sont relatives à mon utilisation que je vais avoir envie d'avoir avec TypeScript. Et il y a toutes ces configurations-là qui sont conseillées dans le tuto. Je vais les suivre, je ne vais pas trop me prendre la tête. Si je parcours un petit peu, alors base URL, je suppose que c'est pour lui dire je travaille depuis le dossier courant. Target, c'est la version du standard JavaScript que je vais utiliser. Module CommonJS, je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est pour voir si je fais des imports de require dans mon JS. Bon bref, je rentre pas dans les détails. Ok, ça je m'en fiche. Résolution Node. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Strict, du coup ça va forcer à ce que mon code JavaScript soit assez strict dans la manière d'être codé. C'est des règles particulières à appliquer. D'autres petites règles. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, je vois grosso modo ce que ça fait peut-être de loin, mais pour l'instant je passe. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants à dire? Non, je vais rester là-dessus pour l'instant. On va rester là. Les options importantes, les options importantes. Base URL explicite à TypeScript que l'entrée du projet est le dossier courant, ce que je disais tout à l'heure. Target, vers quelle version de JavaScript nous allons compiler? Ok, d'accord, donc on va s'assurer qu'on est sur le standard EMAScript 2017. Module, quel type de module nous allons utiliser? Le CommonJS. On va plutôt... Alors c'est la version la plus utilisée avec Node.js. Je vais peut-être... peut-être que je le changerai ça. Je verrai après parce que j'ai l'habitude d'utiliser quelque chose d'un peu plus récent encore, mais on verra. ES module interop, qu'est-ce que c'est? Alors, nous pourrons utiliser la syntaxe import, tac tac tac, avec les modules. Ok, d'accord. Ça marche. Le require, c'est une manière historique d'importer des fichiers JavaScript dans un projet. Et la manière un peu plus récente, c'est cette approche-là. Donc avec ça, je vais pouvoir utiliser les deux. Bon, ok, très bien. Passe, on définit le chemin personnalisé du projet. Ok, donc a priori, la logique de mon application va se passer dans un dossier source. D'accord, le tilde en fait, ça correspond à source, et le double tilde, ça correspond au dossier serveur. Ok. Et TSNode demande à TSNode d'utiliser nos chemins personnalisés. Ok, passons. Alors, on voit qu'il y a toute une étape d'installation d'environnement avant de commencer à mettre la main dans le code. Mais justement, plus le travail est bien fait de ce côté-là, plus ça va me faciliter la vie par la suite. Alors, vu le type de projet, placer des snippets de code tout tendu n'est pas vraiment viable. Ok. Je vous propose donc d'utiliser un code sandbox. Ok, donc il est en train de dire qu'il a passé par un code sandbox pour partager du code. Très bien. Et là, ici, c'est l'index.ts. Ok. Et je pense que je vais reprendre ce code ici. Je pense que je vais le reprendre. Est-ce qu'ici, il n'y a que ts, index.ts?
Attends, je veux pas démarrer, je veux juste accéder au fichier. Ok, donc dans le projet, il y a déjà pas mal de fichiers ici. Je vais en reprendre pas mal. On va commencer par l'index.ts. Hop, donc je suis dans app, nouveau fichier, non, pas dans app, plutôt dans serveur. Nouveau fichier, index.ts. Hop là. Donc ça, pour rappel, c'est le point d'entrée de mon application que j'ai défini dans le package.json. Dès que je vais démarrer ces commandes-là, ça va taper dans index.ts. Et là-dessus, hop, je vais, sans aucun scrupule, reprendre tout le code ici. On voit qu'on a pas mal de petites erreurs. Hop. Alors, ok, ça a été résolu. Voilà, ici c'est en rouge parce que je n'ai pas créé de dossier config, ni de dossier resource, ni de dossier middleware. Pour l'instant, je vais les créer juste après. On va faire un petit tour du proprio là-dedans. Du coup, l'index.ts, en fait, ça va définir quelques règles globales. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça va définir des routes d'accès à mon serveur. Par exemple, si je veux accéder à la route /pet de mon serveur, ça va exécuter les fonctions qui sont derrière pet_controller. On verra ça par la suite. À la limite, est-ce que... Pour l'instant, je vais le simplifier. Je vais le simplifier un maximum. Homepage. Alors ça, je vais le garder, le homepage. Donc en fait, dès que je vais accéder depuis l'extérieur à la racine de mon projet, ça va me renvoyer juste une petite icône en forme de maison. Ok, je vais rajouter un je suis ça, la homepage. Et ensuite, ça c'est plutôt sympa. Si j'accède à toutes les routes qui n'ont pas été définies avant, à ce moment-là, je vais renvoyer sur une page 404 dédiée qui va dire bon bah attention, la route d'accès au serveur que tu veux utiliser n'existe pas, donc je te mets un message comme quoi ça n'existe pas. Gestion des erreurs, on va utiliser ceci, d'accord. Ok. Donc j'ai l'impression que c'est appliqué. Si ça c'est pas appliqué, si ça c'est pas appliqué, alors on tombe sur le cas de l'erreur. Je le comprends comme ça. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais je le comprends comme ça pour le moment. Et ensuite on demande à Express d'écouter les requêtes sur le port défini dans la config. Voilà. Donc à Express, donc là on a la variable. Alors là c'est un objet app, c'est une variable complexe qui contient des attributs et des fonctions. Je la récupère directement grâce à Express. Et dans cette variable-là, voilà, j'ai utilisé un certain nombre de méthodes comme use, get, all, use, et là ici le listen. Donc j'explique à mon serveur Express quel port il doit utiliser pour écouter les applications externes de mon serveur. Et sur mon serveur, chaque fois que je vais rentrer par cette porte d'entrée, je vais avoir un message qui s'affiche et qui va dire silence, ça tourne. Ok. Tac, alors beaucoup d'installations. Je parle pas beaucoup d'échecs pour l'instant. Je pense que dans 10 minutes, 10-15 minutes, je devrais commencer à coder un peu la logique du jeu d'échecs. Alors, on a ça, on a ça. Je vais quand même me mettre... Est-ce que je me mets une route? Non, je vais rester sur la route homepage. Je vais pas créer des routes personnalisées, je vais pas creuser trop dans le détail pour l'instant. Je veux juste vérifier, on avait pet controller ici, où est-ce qu'il était? Ok, dans ressources, pet controller, d'accord. Donc, je vais suivre la structure du projet. Je suppose que c'était un projet qui allait montrer... Alors, je regarde un petit peu, mais si je regarde dans ressources pet controller, tac, donc pet c'est animal, controller, qu'est-ce que ça fait? Ça va rechercher dans un service... D'accord, donc dans le pet service, ça va tout rechercher, donc je suppose tous les animaux. Et quand je fais un fin all, this pet, ok, et d'où ça sort? D'accord, ça sort de data. Donc en fait, on a un dossier data quelque part, un fichier data, ok, voilà, dans lequel sont définis des animaux. Ok, ça marche. Alors, je suis en train de comprendre un peu la logique du truc. Ok, 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 ok. Et la homepage par défaut, d'accord. Alors je réfléchis un petit instant.
Soit je prends la structure ici, qui est un petit peu complexe, ça va me demander peut-être 5 bonnes minutes pour la mettre en place. Soit je vois pour essayer de faire quelque chose de simple. Et si je fais quelque chose de simple, il faudrait quand même que je passe par... Non, il faudra quand même que je passe par système de contrôleur si je veux faire quelque chose de propre. Donc je vais reprendre un petit peu la structure qu'il y a ici. Du coup, ici, au lieu de juste renvoyer directement je suis à la home page, je vais revenir dans index. Je ne vais pas renvoyer juste un message, je vais renvoyer voilà, tout un module qui va gérer les opérations qui vont être effectuées quand je vais rentrer depuis l'extérieur sur mon serveur. Et typiquement, ce que j'aimerais, par exemple, c'est un premier contrôleur. Je vais faire simple, je vais faire un premier contrôleur qui m'affiche un plateau d'échecs. Voilà, je ne vais pas gérer la logique de comment bouger les pièces, comment prendre les pièces, etc., etc. Je vais juste faire un premier contrôleur qui va afficher un plateau sur le terminal. Je vais faire ça. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Du coup, je vais reprendre la même structure ici. Je vais créer un dossier ressources. Hop. Est-ce que je testerai pas déjà si ça fonctionne avant de faire ça? Ouais, je vais faire ça. Avant de coder des choses un peu plus complexes, je vais d'abord m'assurer que ça fonctionne. Donc tout ça, je le commente, je ne m'en sers pas. Ça, pour l'instant, je le commente aussi. Hop, s'il te plaît. Ça aussi. Et je vais quand même configurer le port. Donc là, on va utiliser l'objet config dans lequel on a accès à la propriété API port. Cet objet config, d'où il sort, je remonte tout simplement dans mon fichier et je vois que c'était cette ligne-là. Donc je décommente. Et là, je vois que config, cet objet-là, est récupéré depuis le début de mon projet /config. Et je suppose que ça fait référence à ce fichier-là. Et bingo, j'ai bien ici un objet config avec comme propriété API Sport. Je vais tout simplement le reprendre dans mon projet. Et si je crée mon fichier, config, tac tac tac, config.ts, hop là, et je vais lui envoyer ceci. Donc ici, ce que je suis en train d'expliquer, si je reviens sur mon schéma de tout à l'heure, je lui dis, écoute, j'ai un serveur qui va tourner en boucle, donc c'est une application qui va tourner continuellement, et dès que quelqu'un depuis l'extérieur vient toquer à une de tes portes, donc là j'ai défini la porte numéro 3000, à ce moment-là le serveur se réveille, il dit ah quelqu'un qui a besoin que je fasse un traitement et que je lui renvoie un résultat. Pour débugger au début, je ne vais pas créer une application React, je ne vais pas créer mon IA, je vais utiliser une application externe. Je vais utiliser Postman, c'est une application assez connue. Je pense que je vais passer par ça. Donc, si je veux le représenter sur le schéma, comme je développe les briques petit à petit et que je les teste petit à petit, j'essaie de développer vraiment le minimum de choses possibles de pouvoir les tester régulièrement. Donc, pour l'instant, il faut partir du principe que j'ai juste le serveur et je veux tester que ça, indépendamment de ce qu'il y a autour. Donc, j'ai besoin d'un outil pour solliciter le serveur depuis l'extérieur, un outil qui est déjà tout fait. Donc, typiquement, si je duplique ça, hop là, donc pour l'instant, tout ce qu'il y a là, je m'en fiche. Je me concentre que sur cette partie-là. Et ce que je vais faire, comme je disais, c'est je vais utiliser une application extérieure. Donc ça doit s'appeler un client. Je sais pas, il faudrait que je retrouve le nom technique de ces machins-là. Mais celui que j'utilise par défaut, enfin en général, c'est Postman. Et Postman, c'est un logiciel tout fait qui va me permettre de discuter avec un serveur en utilisant le port que je souhaite. Donc ici, ça sera, je vais utiliser le protocole HTTP ou HTTPS avec le port 3000. Voilà, je vais le mettre ici. Tac. Voilà. Ok. Alors, je vais l'installer après. Déjà, je vais démarrer le serveur, voir si ça fonctionne, ce que j'ai fait. Donc là, j'ai bien le fichier de configuration. Je sauvegarde. Je reviens ici. Alors, il me dit que config est toujours grisé. Il y a toujours du rouge dessus.
Est-ce qu'il me manquerait quelque chose? Hmm, Je pense pas qu'il me... Je pense que j'ai tout. Je pense que c'est mon serveur qui va générer config et ensuite mon programme qui va trouver config. Je pense que c'est ça. Donc style on a ça. Ouais, le config c'est le seul endroit où je le vois dans le projet ici. Euh, Ah, ils l'ont mis dans source. Ok. Ce config là en fait, il n'est pas à la racine, il est dans le dossier source. Donc je vais créer un dossier source, src, hop, et config, je vais le glisser dedans. Tac. C'est peut-être pour ça qu'ici, voilà, ok. Donc le tilde ici, on avait bien dit que, zut, on a bien dit que tilde, ça correspond à ce qu'il y a dans source. Donc ici, quand je fais référence à tilde, ça va taper directement dans ressources, puis dans config. Et là, il me le reconnaît bien. Alors si jamais il reste encore du monde sur le chat, si jamais je ne vous ai pas perdu entre temps, n'hésitez pas à m'arrêter à poser des questions, si vous voulez que je réexplique un peu des choses. Je continue du coup. Donc là, c'est plus en rouge, donc tout est bon. Dans le reste du code, on est à peu près bon. Ici, c'est surligné parce que rec, je n'utilise pas là-dedans. Alors rec, ça symbolise la requête entrante. Et effectivement, bon, je m'en fiche. Je sais juste qu'on a tapé à la porte 3000. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir pour afficher un message. J'ai pas besoin d'utiliser les détails de la requête. Et le reste, je pense que je suis bon. Euh, je pense que je suis bon. Le tsconfig. Ok. Ok, bon, bah je vais tester du coup. Je vais tester, je vais revenir du côté de mon terminal. Hop. Je vais nettoyer tout ça. Et au niveau des commandes, alors là je vais passer un petit peu. Moi ce que je veux savoir c'est par quelle commande il démarre pour lancer le terminal et compiler le code. Parce qu'on a vu qu'on a plusieurs commandes. Celle-là, je sais qu'on ne va pas l'utiliser au début, mais on va utiliser ces deux-là. Maintenant, ce que je veux, c'est savoir laquelle on utilise en premier. Ah, c'est ça qui permet de lancer en production. C'est start et build, compile le projet, génère le fichier de destination. Une fois compilé, ok, d'accord. Donc celle-là, elle a l'air de suivre cette commande-là. Dev, je pense que c'est dev la première. Vraiment. Hop. Du coup, on va faire npm. Si je fais juste npm run, il va me redécrire les différentes commandes qui sont dispo. Je vais faire npm run dev du coup. npm run dev. Et là, on va voir si on a des erreurs. On va voir si le serveur se lance bien. Et que se passe-t-il? Alors déjà, on a un crash. For file change. Before starting. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. A priori, c'est l'erreur que j'ai au-dessus. On a un module qui n'a pas été trouvé. Alors, je n'arrive pas à trouver le module index.ts. Si je reviens dans le code, index.ts, je l'ai bien ici pourtant. Le index.ts, est-ce que... Alors c'est index.ts. Ici j'ai l'index.ts qui est dans... Ah, il est dans source. Mais oui, je suis crétin. Ce machin-là, il n'est pas à la racine du projet, il est dans source. Donc c'est normal que ça ait planté. Hop, je l'envoie vers source. Tac, ça veut dire que index et config, on l'a dans le même dossier du coup. C'est ça, index et config dans le même dossier. Ok. Ta. Hop, on relance. Pas d'erreur. Ok, silence, ça tourne. Ok, mon serveur il est en cours de route là, donc il boucle continuellement et il attend que quelqu'un vienne le solliciter depuis l'extérieur. Alors, du coup, donc là, le serveur et tout l'environnement technique est installé. Je vais complexifier un peu l'arborescence et les fichiers ensuite, mais ça je vais le faire petit à petit. Ce que je veux vérifier, avant de complexifier mon projet, je veux vérifier si je peux aller
toquer à la porte de mon serveur en utilisant le port 3000 et voir si mon serveur réagit bien. Et je vois un petit message. Je voudrais savoir si le MacBook Air M2 est fait pour la programmation universelle. Tatatac, s'il te plaît. Alors, je suis tenté de te dire que tous les ordinateurs, du moment que tu as une machine avec dedans un processeur, de la RAM, un disque dur, et c'est tout, tu peux faire de la programmation avec. Donc le Mac, tu pourras en faire avec, un Linux, tu pourras en faire avec, un Raspberry aussi, un Windows, même ta montre connectée, on pourrait faire de la programmation avec, si le système dessus est en open source, évidemment. Enfin, en tout cas, on a accès au... Bon, bref, je pars déjà un peu trop loin. Mais oui, pour ta question, c'est oui. Je connais pas spécialement ce modèle-là, donc je peux pas trop te donner de détails dessus. Mais oui. Après, si tu prends un MacBook juste pour coder, c'est un peu du gâchis. Mais ça, c'est un avis un peu perso. Si tu fais autre chose à côté, il vaut mieux que tu fasses autre chose à côté aussi. Parce que ces machines-là, elles valent assez cher. Bref. Du coup, je vais utiliser cette application Postman. Alors, ça m'a enquiquiné tout à l'heure parce que je trouvais plus le terme technique. Ça doit avoir un Postman. Si je tape Wikipédia, ça doit être un client quelque chose, je pense. Est une plateforme API. D'accord. Oh, je pensais à un nom un peu plus. API Client, voilà. API Client, c'est un peu mieux, je trouve. Ok, donc c'est un API Client. Donc un API Client, ça veut dire que c'est un logiciel avec lequel je vais pouvoir utiliser des API. Donc des API, euh, c'est des systèmes externes qui sont consultables et qui sont, dans lesquels on peut utiliser des fonctions qui sont toutes faites. Là, donc API, c'est un terme qui est très très général. Ici, dans ce cas ici, mon système, c'est le serveur. Et les fonctions que j'ai définies dessus, c'est tout simplement, hop, par exemple ceci. Voilà, j'ai dit, c'est pas une fonction à proprement parler, mais je dis, voilà, il y a un point d'entrée qui est la racine de mon serveur et j'applique ceci. Bref. Je vais installer Postman. Mon PC, je l'ai refait il n'y a pas très longtemps. Donc il faut que je réinstalle un petit peu tout. Tac. Alors, donc ça demande de se créer un compte et tout. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux juste t'utiliser. Donc, je vais continuer avec le client léger. Ce sera largement suffisant. Alors, du coup, je suis sur mon propre ordinateur. J'ai quand même un serveur qui est lancé dessus et qui écoute sur le port 3000. Je vais donc essayer de solliciter le port 3000. Donc, je vais utiliser la requête de type GET. Donc, c'est une requête HTTP. C'est le plus simple. C'est pour essayer de récupérer une ressource sur l'application qu'on essaie de consulter, donc là mon serveur. Je vais donc je vais voir si en HTTP ça fonctionne. J'ai un doute, peut-être qu'il faudra que j'utilise de HTTP pour commencer. Ouais, pour HTTPS, il faudra peut-être que j'installe des packages en plus. Bon bref, on s'en fiche. Je veux taper sur la propre adresse de mon ordinateur. Donc mon adresse locale c'est 127.0.0.1, sur tous les ordinateurs c'est comme ça. Mais donc là, je vais taper sur mon propre ordinateur et je vais dire je veux aller toquer à la porte 3000. Donc pour ça, je vais faire 3000. Et je vais send. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. View console, qu'est-ce que ça raconte? Il me dit la connexion a été refusée. Alors je pense que c'est parce que j'essaie de passer par de l'HTTPS, qui est un protocole sécurisé, et qui demande voilà, en général d'avoir des packages un peu installés. Je suppose que c'est ça. J'espère que c'est ça. Si je fais un send, on a de nouveau une erreur. Alors attendez, le serveur, je le lance. Ah, je crois que je sais pourquoi. Parce que, en fait, il faut savoir que j'utilise une machine virtuelle Linux qui est hébergée sur mon Windows. Et il y a peut-être des sécurités qui sont mises en place pour éviter d'aller accéder à cette machine Linux. Je vais faire une petite recherche sur le web, je vais voir si je peux déverrouiller ces sécurités-là facilement, sinon je lancerai le serveur depuis mon IDE, ou depuis Windows. C'est mis 8 ou 8 Go pour tout type IDE. Alors,
Si tu es sur un Windows, comme Windows il est un petit peu, il a tendance à être un petit peu gourmand. Je suppose que c'est un peu pareil pour Mac, peut-être à une moindre mesure. Je connais un peu moins quand même Apple. Mais comme ce sont des OS qui font beaucoup de choses à la fois dès que tu les installes, ça va avoir tendance à bouffer tes ressources, bouffer un peu plus de ressources que ce qu'ils mettent sur leur site. Sur leur site, je crois qu'ils mettent 2 à 4 gigas pour Windows. Mais une fois que c'est installé, avec ton compte connecté et tout dessus, bref, ça bouffe beaucoup plus. Et du coup, si tu passes par Windows, je conseille plutôt du 16 Go pour pour être sûr de ne pas être embêté. Vraiment. Du 8 Go, ça devrait être passé, je pense, sur Windows. Par contre, il faut être assez strict sur ce que tu utilises sur Windows, sur les applications qui tournent en fond notamment. Donc à toi de voir. Si tu veux économiser quelques sous, le 8 Go, mais soit vraiment ultra strict sur ce que tu installes sur ton OS et surveille les applications qui sont en cours d'exécution. Typiquement celles que tu n'utilises pas, tu les stopperas ou tu feras en sorte qu'elles ne se lancent pas toutes seules. Si tu n'as pas trop envie de te prendre le chou, vise le 16 Go. Et je pense que ce que je dis est valable pour Mac, même si je ne suis pas un grand expert d'iOS. Si ça avait été sur du Linux, du 4 Go ça aurait suffi. Pour des, tant que c'est de la programmation assez simple, la création de sites web par exemple. Dès que tu commences à faire du traitement vidéo, ce genre de choses, évidemment, il faut aller taper sur un peu plus, sur du 16 Go par exemple. Bref, voilà. Mais un IDE en soi, ça bouffe pas beaucoup de ressources. Un VS Code, je sais pas combien il bouffe, mais si je regarde ici, Task Manager, je suis pas certain que VS Code mange beaucoup. Euh, VS Code. VS Code actuellement, tu vois, j'utilise 1 Go de RAM. Bon. Après, si j'installe plein de plugins sur VS Code, ça va gonfler. À mon avis, on peut le faire péter, ça, si on utilise plein de plugins sur VS Code. Mais là, ça veut dire que, bah, typiquement, si tu suis ce que. Alors, je me réfère à Windows parce que j'avais vu la fiche il n'y a pas très longtemps sur leur site. Mais si je me fie à Windows qui dit que c'est, je crois, 2 à 4 gigas, que là, VS Code, c'est environ 1 giga. Donc, alors, OBS, ça, ce qui me permet de streamer, on s'en fiche. Mais voilà, navigateur, j'ai des modules installés sur mon navigateur, donc c'est un gouffre à RAM, ce machin-là. Mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Là, sur Firefox, je suis à peu près à 4 Go de RAM sur le Windows. VS Code, je suis à 1 Go. Ça nous fait 5 Go. Windows, il me semble que c'est 2 ou 4 Go. On va dire 4 Go. Voilà, on est déjà à 10 Go là environ. Donc là, il faudrait que je ferme mes 35 onglets, que je garde que les principaux. Il faudrait que j'utilise Firefox sans plugin. Bref, faut avoir ce genre de choses. Ce genre de discipline là, si on veut taper sur du 8 Go. Bref, je continue. Alors, du coup, j'ai mon serveur qui fonctionne, mais quand je veux essayer de toquer dessus, on me jette une erreur parce que mon serveur, pour l'instant, je le gère à travers un sous-OS Linux qui est utilisé sur Windows. Donc, comme je disais, je vais faire une petite recherche pour voir si je peux débloquer ça facilement. Sinon, je lancerai le serveur depuis Windows. Alors, le serveur sur Linux, j'utilise la technologie WSL Linux. Et le problème, c'est que je ne peux pas avoir accès au serveur qui est dedans. Donc, can't access server from Windows. Alors, ou alors, je vais encore faire mieux. Linux, j'ai utilisé Postman. Does not work. Voilà. Request, hop là, 2022. Alors je regarde juste les premières réponses. Ok, ok. Ça c'est intéressant ça. Hop, je me mets de côté. Alors lui il est déjà sur. Non, il est sur Windows, mais il utilise une image Ubuntu. Alors moi je suis sur une image Debian, mais ça change strictement rien. Alors c'est intéressant, il a une stack qui est très ressemblante à la mienne, Node.js et Express sur l'application qu'il est en train d'utiliser. Alors ça peut être possible, Ok.
Donc là, il remonte l'exemple. Alors je suppose que ce qu'on va voir ici, c'est le message d'erreur que j'ai sur mon Postman. Donc là, on voit ici qu'il lance le serveur. Son serveur est lancé sur son OS Linux. Et ici, s'il essaie d'y accéder... Ah, il y a accès. Il y a accès. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Peut-être qu'il a lancé le Postman depuis son Linux. Alors, si success, ok. Ok, mais ça me dit pas. Bon. Et ici, qu'est-ce que ça raconte? Ah non, il essaie de lancer Postman depuis... Ok, oui, mais vu que... Bon, bref, c'est encore autre chose, ça. Ok, je vais faire une recherche un peu plus générale. Donc, WSL server Linux allow access from Windows host. Tac. Ta 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 ta. Ah oui, il y avait cette histoire d'IP. C'est vrai que... oui, 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 oui. Ça me parle, j'ai déjà eu c'est par le passé. Le 127.0.0.1 que j'ai utilisé tout à l'heure, l'IP, ça tape sur la machine Windows, mais ça le relaie pas automatiquement sur la sous-machine Linux que j'ai. Et donc, pour contourner ça, il me faut l'adresse de la machine Linux que j'ai. Et pour l'avoir, donc c'est peut-être juste ça, du coup, le souci. Donc, je ferme mon serveur. Hop, ceci. Et là, actuellement, a priori, mon adresse, c'est ça. Je vérifie avec une autre commande, c'était ifconfig, je crois, ou iwconfig, ip-v. Bon, bref, qu'importe. On va tester avec l'adresse que j'ai trouvée. Je vais relancer le serveur déjà, que j'ai coupé. Hop, je relance mon serveur côté Linux. Et ici, au lieu de taper, hop, au lieu de taper sur 127.0.0.1, je vais utiliser l'adresse IP de mon Linux. On va retenter avec HTTPS. Je resend. Ah, déjà, ça a bouclé un petit peu, mais j'ai une petite erreur quand même. Est-ce que c'est la même erreur? On dirait que c'était la même erreur quand même. Ouais, ça a tourné un peu plus, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et là, est-ce que ça se passe mieux? Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bon, je vais pas me prendre la tête. Je vais lancer mon serveur depuis Windows. Je réglerai ça plus tard. Je vais pas m'engouffrer là-dedans. Hop. Alors, je me suis dit que je peux trouver une meilleure config sous Windows, car un disque dur, alors que Mac ça coûte cher, mais je ne sais pas si l'autonomie va durer sur la durée de vie de l'ordinateur. Alors oui, c'est un autre sujet ça, et je vais pas trop pouvoir te répondre là-dessus. C'est vrai que l'image de marque de Apple, c'est de vendre quand même la qualité des produits qu'ils ont, et qui a priori est avérée. Mais voilà, d'un autre côté, il y a des ordinateurs que j'ai pu tenir assez longtemps. J'avais un Windows, par exemple, celui que j'ai changé, là, l'ancien que j'avais, l'ordinateur que j'avais qui était un fixe, il avait duré 8 ans. Et il marchait toujours très bien. J'ai juste remis à jour pour avoir des pièces un peu plus puissantes. Mais oui, après, ce que je peux te conseiller, c'est tu tapes tout simplement la marque si tu n'as pas déjà fait sur Google. Tu vas consulter les avis tout simplement. Consulter les avis sur différents sites et tu verras un peu les retours. Et c'est de voir la configuration équivalente sur Windows, ce que ça coûte, parce que bon, si tu as des équivalents un peu, si tu as des avis un peu équivalents entre Windows et Mac, mais que entre Mac et Windows tu payes 800 euros de plus et que tu vois que la durée de vie elle est à peu près similaire, bon, je te laisse faire tes déductions là-dessus. Bref, et du coup, du coup, le serveur je vais lancer depuis ma machine Linux, mais je ne vais pas le faire depuis ma machine Linux, je vais le faire depuis Windows directement. Hop, et ça, pour ce faire, c'est très simple. Je vais ouvrir un terminal ici, nouveau terminal.
J'ai installé NPM sur mon Windows. Donc normalement, j'y ai accès. Si je fais NPM, il ne m'envoie pas d'erreur. Tout est bon. OK. Je vais dans le dossier serveur. Tu te complètes pas? Ah oui, parce que c'est le dossier app. AHS. Ah oui, pardon. Donc tac. Donc je vais dans le dossier app, je vais dans le dossier serveur. Hop. Si je fais un ls, je suis bien dans mon projet. Et ici, du coup, donc la commande que je démarrais, c'était... zut, non, je veux pas de live share. La commande que je démarrais, c'était npm run dev. Et c'est parti. npm run dev. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Il me dit, notre nom n'est pas reconnu comme une internal. Ah. Alors, tout à l'heure, mais je l'ai installé sur mon projet, Node-mod, je n'ai pas installé en général. Tac. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Le Node-mod, comment je l'avais installé tout à l'heure? Hop, on s'en fiche. Node-mod, tu es là. Le install D, ça fait quoi déjà avec npm? Je ne me souviens plus. npm d argument. Alors c'est D uppercase. Ok, d'accord, donc non, ouais, normalement. Bon, je vais peut-être devoir installer un package en plus sur Windows. Parce que ça lui plaît pas, Nodemon. Je vais voir ça. Hop là, Windows. Tac. Ok, je vais tout simplement installer Nodemon en général sur mon Windows. On va voir si ça fonctionne. A priori oui, donc G c'est pour que ce soit accessible dans tous les packages sur mon ordinateur, dans tous les projets de mon ordinateur. Et du coup, si je relance ça, est-ce qu'il râle ou pas? Non, mais ça, pareil. Pour lui, il reconnaît pas. Allez, on va faire pareil, on va l'installer en général. tsnode. Et du coup, hop là. Ok. Ici, Windows me demande si je veux bien autoriser à ce que mon serveur communique avec l'extérieur. Je lui dis oui. Donc là, mon serveur est lancé depuis Windows. Je pense que ça va débloquer la situation sur Postman. On va vérifier ça. Donc ici, je reviens sur une IP normale. 127.0.0.1. Je vais recommencer avec HTTPS. Je scinde. Je vais peut-être essayer de clear. Donc a priori, j'ai eu de nouveau une erreur. Hein. Donc il me dit que j'ai une erreur. Ok. Ici, il n'a pas réagi. Et du coup, si je repasse sur HTTP tout court, tac, et que j'envoie, ça fonctionne. Voilà. Donc si je résume, comme je passais par une sous-machine Linux hébergée sur mon Windows, il y avait des petits blocages pour accéder au serveur que je lançais depuis Linux. Du coup, j'ai lancé le serveur depuis Windows, le serveur de mon application. Donc ça a débloqué ça. J'ai dû installer quelques packages pour que ça fonctionne bien sur Windows, des packages de manière générale. Avec npm. Et là maintenant, j'ai donc envoyé une requête, donc je vais vous remontrer le cheminement, mais avec Postman, j'ai donc créé une requête HTTP, donc pas de l'HTTPS pour l'instant. Je lui ai dit de passer par le port 3000 et j'ai dit écoute, je veux accéder au serveur et utiliser la ressource qui se trouve à la racine, c'est-à-dire la ressource qui se trouve à partir de slash. Que je fasse le slash ou pas, c'est exactement pareil ici. Ça va me renvoyer la requête et la réponse, je suis à la homepage. Donc mon serveur ici s'est réveillé, il a créé la chaîne de caractères, je suis à la homepage et il l'a renvoyé à Postman. Tout fonctionne, c'est parfait.
Et je répète ça, le petit slash ici, ça correspond à la racine de mon serveur. Donc si je reviens au niveau du code, tac, c'est ce que j'ai défini ici. Je lui dis si on va taper à la racine de mon serveur, je veux qu'il y ait cette fonction, alors c'est une fonction fléchée, qui va automatiquement renvoyer vers la personne qui a émise la requête. Je lui renvoie cette chaîne de caractères là, avec la petite icône en forme de maison, ce que j'ai ici. Donc tout fonctionne. Donc là, on a vu que j'ai pris du temps pour installer mon environnement technique. J'ai pris un peu de temps pour vérifier que mon serveur, je puisse l'utiliser depuis l'extérieur. Donc je vais pouvoir le tester régulièrement, ce que je vais faire. Je vais encore installer un ou deux petits packages. Il est 11h15. Bon, finalement, ça a pris un peu plus que 10-15 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Je vais encore installer 2-3 packages. Il y en a un qui m'intéresse, qui va me permettre de vérifier la qualité de mon code. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais quand même voir au niveau du tuto de tout à l'heure. Donc ici, on installe des packages, ok, on a configuré des trucs, très bien. Passons au code, explication. Donc là, il explique ok, et ensuite conclusion. Ok, bon, on est arrivé quasiment à la fin du tuto. Et là, il explique un peu la structure qu'il a utilisée. Bon, ce que j'explique petit à petit de toute façon. Ok. Alors, je vais installer le package dont je parlais tout à l'heure, qui est ESHint. Alors c'est un package qui va me permettre de faire un audit de mon code en permanence et il va me crier souvent dessus, il va me dire ici ta variable tu es mal typée, ici la fonction essaie plutôt de la faire comme ça parce que c'est un peu bancal, bref. C'est un outil qui va surveiller ma manière de programmer et ça me permet de poser vraiment un standard de qualité sur mon application. De qualité minimale. Pour l'installer, il faut que j'utilise npm init et ceci, ce que je vais faire. Est-ce que je le fais sur Windows du coup? Non, je vais rester sur la machine Linux. Le serveur, je vais le lancer depuis Windows, mais je vais continuer à bidouiller sur Linux. Donc je vais utiliser npm init, pardon. Ça va faire le install du package, mais ça va initialiser la configuration du package. Et hop, si je fais ça, on a donc, alors je vais repartir sur quelque chose, voilà, on va repartir là-dessus, je vais zoomer un tout petit peu, tac. Et donc, voilà, je vais avoir quelques petites configurations à faire. Donc j'ai plusieurs paliers sur la qualité que je vais vouloir mettre en place sur mon application. Soit je check simplement la syntaxe, un peu virgule manquant par exemple, ou une fonction, la typo n'est pas bonne dessus. Soit la syntaxe essaie de trouver des problèmes, donc ça va aller un peu plus loin dans l'analyse. Soit la syntaxe, les problèmes, et ça va me taper un peu sur les doigts tant que je ne suis pas strict dans ma manière de programmer. Je vais utiliser ça. Hop, en plus, j'apprends à utiliser le TypeScript, donc je vais prendre des bonnes habitudes dès le début. Hop là. Ensuite, quel type de module je vais importer? Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est plutôt le import-export, qui est la manière la plus récente de faire. Donc, ça date d'il y a quelques années, et je vais rester là-dessus. Donc, c'est pour mon application JavaScript. En fait, je vais la compartimenter en différents fichiers TypeScript, et je vais devoir les importer les uns les autres. Et du coup, là, je lui dis, pour les importer, je vais utiliser la syntaxe import, ce que j'ai dit juste avant. Bref, quel framework j'utilise sur mon serveur? Alors attention, là sur mon serveur, hop, si je reviens ici, sur le serveur, j'utilise Node.js, Express et TypeScript. Le React, ce sera pour la partie client, ce sera un autre port de mon application. Donc, si je reviens ici, je n'utilise pas React sur le serveur directement, ni Vue.js, je vais dire aucun d'eux. Est-ce que j'utilise TypeScript? Oui. Et est-ce que... Alors, where does your code run? D'accord, ok. Mon code, est-ce que je l'exécute sur un navigateur ou sur Node? Ça sera sur Node. Quel style de programmation je vais utiliser sur mon projet? Je vais mettre le populaire. Je vais pas trop rentrer dans... Ah, ça m'intrigue. Ça m'intrigue le... Ça m'intrigue. Je veux savoir un petit peu à quoi ça ressemble ça. Quel format je veux... Voilà, quel format de configuration de fichier je veux utiliser. On a vu sur le tuto que pet, si je reviens ici, hop, on a vu que sur le tuto, dans data, ici,
Il utilise... D'accord, il utilise du JavaScript dans lequel il utilise un objet qui ressemble un peu à du JSON. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est utiliser du JSON pur. Je veux vraiment que mon fichier le fichier de données qui ressemble des données, je veux pas qu'il y ait de JavaScript dedans. Je veux qu'il y ait vraiment que de la donnée. Et je ne vais pas utiliser JSON, je vais plutôt utiliser YAML. Euh, le JSON, je peux stocker dedans que des chaînes de caractères. Le YAML, je peux stocker des chaînes de caractères sur du multiligne, je peux faire des choses un peu plus poussées. Donc je vais partir sur du YAML. Ensuite, le type d'indentation que je vais utiliser, des espaces. Je ne sais pas pourquoi ils m'en proposent le tab. La plupart des outils utilisent des espaces. On part sur des espaces. Les cotes. Pour utiliser mes chaînes de caractères, je ne vais pas utiliser les doubles. Je vais utiliser les simples. Selon les technos qu'on utilise, les doubles vont avoir des répercussions sur les perfs, notamment en PHP. Donc moi, par prudence, j'utilise des simples de partout du coup. L'Inending, vous utilisez. Alors le code, je le développe sur Windows, donc je vais utiliser plutôt Windows ici. Le VS Code que j'utilise actuellement est installé sur Windows, donc je reste sur un environnement Windows pour développer. Est-ce que j'utilise les points-virgules? Oui, je vais obliger à utiliser les points-virgules. Donc j'ai bien fait de lui demander de poser des questions, c'était assez intéressant les différents points qu'on a vus. Local Uslint installation not found. D'accord, donc en local il n'y a pas trouvé l'installation de Uslint. Bah, c'est normal, je suis en train de le faire, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. La configuration, d'accord, ok. Il me demande est-ce que si je veux utiliser ESLint, j'installe ces packages là. Donc je vais les installer, oui. Donc il va passer par npm pour les installer. Ok, bah, il me pose la question, donc je vais utiliser npm. Il en existe d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. De base, c'est npm. Ceux-là, c'est des surcharges de npm. Donc c'est quand on va avoir des npm un peu plus élaborés. Moi, je reste simple pour l'instant. Je connais pas trop mal Yarn, mais voilà, comme je dis, pour l'instant, je reste simple. Je vais rester sur du npm. Donc là, il m'installe les paquets. Ok, il m'a installé d'autres paquets en plus. On arrive à 300 packages. Ça commence à faire beaucoup pour une application simple. Mais voilà, il a audité tout ça, tout s'est bien passé, pas de vulnérabilité, tout est ok. Si j'affiche, tiens, le package.json par curiosité. Ici, on a. Donc là, il m'a dit qu'il a installé le TypeScript ESLint. Ok, ESLint public, tatatac. Et on les voit ici. Ils ont été rajoutés. Voilà. Avec les versions. Ils n'ont pas été rajoutés. Ils ont été rajoutés dans les dev dependency. Donc, l'audit de qualité de mon code, je le fais que lorsque je suis dans un environnement de développement. Ça n'atterrit pas dans un environnement de production. Il n'y a pas vraiment de problème de sécurité là, mais simplement c'est des packages. On ne va pas faire de l'audit de code quand on est en production. L'audit de code, on le fait bien avant que ça arrive en production. Bon, bref. Ok, tout s'est bien passé. Je suppose que j'ai accès maintenant à des lignes de commande supplémentaires que je vais pouvoir exécuter pour faire de l'audit de code. Donc par défaut, c'est une de commande que je vais trouver dans Node Module, bin, et là-dedans, j'ai toutes ces commandes-là. Et je pense que je vais avoir du tsint qui traîne quelque part ou de le slint. Voilà, c'est ça. Donc si j'exécute ceci, comment ça réagit? Ça mouline un peu, ça ne dit rien. D'accord. Bon, je regarderai un peu en détail comment ça fonctionne dans les projets TS. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, c'est installé. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Bref, il est bientôt 11h30. Je n'ai toujours pas parlé de jeux d'échecs. Ça serait bien que je commence à m'y mettre maintenant. On va presque s'y mettre. Presque. Je vais finir l'arborescence ici. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais simplement faire en sorte que lorsque Postman, je vais toquer à la porte de mon serveur, qu'il ne m'envoie pas juste une chaîne de caractères, je veux faire un traitement un peu plus élaboré. Donc, je vais juste pas envoyer une chaîne de caractères ici. Je vais faire, comme je dis, un traitement un peu plus élaboré. Donc tout ça, je vais le faire dans des fichiers TypeScript à part. Je ne vais pas le faire ici. Je ne vais pas mettre la logique de mon application ici. Ici, je vais juste m'occuper de... J'ai un point d'entrée sur mon serveur. Je renvoie vers le module qui est concerné par ce point d'entrée.
Voilà, je veux pas que ça fasse autre chose, hein, ce fichier-là. Du coup, je vais reprendre le code qu'on avait ici. Donc là, dans TS, on avait un exemple qui était plutôt bien fait, donc sur des animaux qu'on veut lister. Et là, je vois qu'il utilisait le module petsController. Je vais reprendre ça, parce que c'est plutôt une bonne manière de faire, de taper dans un contrôleur. Donc, les contrôleurs, c'est un terme qui est important dans la programmation, et notamment dans la programmation d'applications, dans les architectures où on a plusieurs applications qui communiquent entre elles. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Si je commence à rentrer sur un cours là-dedans, je ne vais jamais programmer. Voilà, je vais simplement reprendre cette structure-là et vous dire que ça suit des bonnes pratiques d'architecture d'une application. Et je vais la respecter, du coup. Du coup, comment ça fonctionne? Le pet controller ici, d'où il sort? Il sort pas de nulle part. Si je remonte un peu au-dessus du code, on voit qu'il a été importé ici. Très bien. Je vois que je l'ai ici. OK. Alors, je ne vais pas l'appeler pet, je vais l'appeler chess controller. Il l'avait mis en majuscule, oui. Allez, je vais le mettre en majuscule ici, le C. Et je vais lui dire que ça, je l'importe. Tac. Mais où est-ce que quel module TypeScript j'utilise? Je vais utiliser le module chessController qui se trouve dans le dossier chess. On va commencer par ça. Qui se trouve dans le dossier ressources. Là, il va me sortir une erreur parce que le dossier ressources chessController n'existe pas. Je vais tout simplement le créer. Donc, hop, nouveau dossier. Je vais créer le dossier ressources. Ok, est-ce que ça marche? Tiens, on va voir. Chess, est-ce que je peux créer directement l'arborescence de dossiers et de fichiers avec VS Code? Et ici, chess.controller.ts, je suppose. .ts. Donc il m'a créé le dossier. Je vais reprendre ça. Je vais voir si je peux faire toute l'arborescence d'un coup avec le fichier à la fin, ce qui peut être sympa. Tac, je delete. Hop. Je delete aussi. Tac. Je supprime aussi. Hop. Et du coup, new folder. Donc, ressources /chess /chess controller. Et ne pas oublier l'extension, le .ts. Est-ce que ça marche ça, du coup? Ah, pas tout à fait. Il me crée bien le dossier ressources, le dossier chess, mais ça, il le prend pour un dossier. Bon, on va le supprimer. On va créer le dossier à la mano. Donc, créer un fichier. Chess controller.ts. Hop là. Et je vois une petite question. Tac, tac, tac. Hello Axel. Alors, je continue. Bon, et comme je le disais, du coup, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez que je reprenne un petit point en détail. Sachant que j'essaie de ne pas trop creuser dans le détail, parce que sinon ça serait un petit peu plus long. Mais voilà, si les points généraux, c'est pas très clair, j'hésiterai pas à répéter. Bref, du coup, alors comment ça se passe? Comment ça se passe ici? Si je vais dans le contrôleur, donc pour rappel, ça c'est le module qui va être exécuté si on sollicite mon serveur sur la ressource slash. Alors pour l'instant, ça je vais le modifier. Du coup, je vais lui demander d'aller taper directement dans chessController. Et donc très simplement, je vais lui dire, écoute, au lieu de renvoyer une chaîne de caractères, tu vas exécuter ce qui se passe dans chessController. Voilà, il me semble que c'est ce qui avait été fait ici avec petController. Alors il n'y a même pas de fonction fléchée ici, c'était directement le module. Voilà. Tout simplement. Et par contre, ça a planté parce que actuellement, le chessController est vide. Je pense que c'est ça l'erreur. Hein. Cannot find module. Donc là, ah, il ne le trouve pas ça. Pourtant, je l'ai créé. Ressources chess. Est-ce que j'aurais fait une erreur de typo quelque part? Oui, j'ai mis qu'un seul S ici. Et ici, j'ai mis 2 S. Alors, ressources avec 2 S en anglais, je crois. Non, c'est qu'un seul S, pardon. Hop, donc je vais le renommer. Je vais mettre un seul S. Tac. J'ai renommé. Pourquoi est-ce que je n'ai plus rien ici? J'ai VS Code qui fait. J'ai VS Code qui picole un peu là. Qui a l'air d'être un peu fatigué. Je vais voir directement sur Linux ici. Si je fais
Alors peut-être pas un tri ici, je vais faire un tri de SRC, tac. On a ressources avec 2S. Alors a priori VS Code me l'a pas pris en compte, donc ma correction. Je sais pas trop pourquoi il mouline comme ça. Est-ce que je peux t'arrêter? Parce que là tu fais manifestement n'importe quoi. Je vais relancer VS Code. Je sais pas trop pourquoi il s'est... Si je te renomme ici de nouveau, est-ce que tu es d'accord? Non. Des processus juste pour renommer un fichier. Et en plus qui et en plus qui merde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est... Ah, peut-être que ce qui l'embête, c'est parce que j'ai le fichier de chess controller ouvert. Est-ce que c'est ça qui l'embête? Donc je ferme un peu les trucs. Donc là, je suis bon. On va attendre péniblement qu'il se termine. Mais je pense que c'est parce que j'avais le fichier chess controller qui était ouvert et que du coup c'est l'enquiquiné pour renommer. Allez, prends le temps. On va explorer un petit peu ce qu'on a là-dedans pendant ce temps-là. Hop. Donc du coup, j'ai pet controller, ok, qui fait référence à ceci. Donc moi, ça sera chess controller. Et du coup, là-dedans, on a, bon ben voilà, si on utilise pet controller avec juste le slash, donc là il vient de terminer très bien, alors je vais faire ce traitement-là. Donc je vais faire quelque chose de... Là pour l'instant, je vais faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Là c'est déjà du code qui est pas mal refactoré, qui est pas mal structuré, mais je vais faire quelque chose de d'un peu plus verbeux, mais un peu plus simple à la fois du coup. Bref. Alors du coup, donc je pensais que c'était parce que j'avais le fichier chess controller qui était ouvert. Je vais vérifier si c'était bien ça qui l'embêtait. Et non, non, c'est juste VS Code qui ne sait pas renommer des dossiers sans se planter. Bon, bon, on va le fermer. Hop là, ça c'est un peu couillon carrément. Ici, je vais dans SRC et je vais le renommer. En plus, il a été renommé. Donc VS Code, il a bien fait le boulot, mais à la fin, il s'est viandé quand même. Bon, qu'importe. Je reviens là. J'ai bien le ressource, ok, qui est en minuscule. Ça, tac. Ok, et du coup, si je relance le serveur... Hop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Oui, effectivement. Juste, là, je ne suis pas dans le dossier de mon serveur. Donc, évidemment, si j'essaie de lancer le serveur, il va me dire que la commande n'existe pas. Si je remets les... Tac. C'est quoi un petit peu l'erreur? Voilà. En fait, de base, bah, il ne trouve pas le package.json. Vu que j'utilise npm, il va rechercher le package.json. Il ne le trouve pas ici, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas dans le dossier de mon serveur. Hop, AI, app. Non, c'est app ici. Hop, et serveur. Voilà, et là, j'ai bien le package.json. Donc, il ne va pas se casser la gueule. Si je veux faire le npm run dev, j'exécute. Hop. On a une petite erreur. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que j'aurais une autre erreur de typo quelque part? N'est pas un module. Oui, mon fichier est vide. Je pense que ce qu'il enquiquine, c'est... Voilà, il manque ceci en fait, dans mon fichier. Pour dire, attention, mon fichier, c'est un module. Il faut que je lui explique ce que c'est que pet controller. Ici, ce sera plutôt chess controller. Et donc là, pet controller. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Il a dit pet controller, c'est un routeur. D'accord, ok. Alors, je vais vous expliquer ça petit à petit. Hop. Je l'écris en entier. Et je vous explique ce que c'est. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Hop. Tac. Alors, je n'ai plus d'erreur. Est-ce que j'ai le serveur qui se lance pour autant? On va voir. Non. Non, ça lui plaît toujours pas. Ah. Regardez, il est super intelligent. Il me dit écoute, j'ai pas trouvé le chess controller. Est-ce que tu veux dire chess controller? Donc j'ai fait une erreur de typo quelque part. J'ai mis un S de trop. Donc ici, ce que j'avais pas vu. Ici du coup. Tac. Et hop. Et j'ai le serveur qui tourne bien, a priori.
Ok, ça fonctionne bien. Alors Ahmed, tu n'as rien compris ce que je viens de faire ou tu n'as rien compris de ce que je fais depuis 1 heure et demie? Préciser un peu, éventuellement. Parce que si tu n'as rien compris depuis 1 heure et demie, bah à ce moment-là, je vais te dire, bon, regarde la vidéo, éventuellement. Après, il y a beaucoup de choses d'un coup. Là, je fais une installation vraiment très très propre d'une application. Donc c'est normal qu'il y ait plein de choses en même temps. Au passage aussi, je parle d'Express. C'est une techno qu'on va voir là dans les semaines qui viennent ensemble. Bon bref, je reviens là-dessus. Du coup, je reprends le cheminement, ça va peut-être te permettre de comprendre. Donc du coup, j'ai créé un serveur avec ces technos-là dedans, puisque là, je pense que c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que ce serveur-là, je veux pouvoir communiquer avec depuis une application externe. Pour l'instant, je ne vais pas m'enquiquiner à créer une application React pour communiquer avec mon serveur et voir si mon serveur fonctionne bien. Je vais utiliser une application qui est déjà toute faite, Postman, qui me permet de solliciter n'importe quel serveur du moment que bah, sur le serveur, je lui dis bon bah écoute, mets-toi en marche et fais en sorte de te réveiller quand on va t'utiliser à partir de la porte numéro 3000. Donc cette application-là, ça va me permettre d'aller toquer à la porte de mon serveur sur la porte 3000 et d'essayer de récupérer des ressources de mon serveur. Bon, pour l'instant, je pense que ça va à peu près. Et du coup, ici, si je reprends tout le cheminement que j'ai sur mon application, donc effectivement, c'est une application où j'ai voulu installer beaucoup de choses, donc c'est normal de pas tout comprendre, mais dans les grandes lignes, j'utilise deux choses vraiment très importantes ici. Euh, le JavaScript, d'une part, euh, ça on l'a déjà vu auparavant, mais aussi et surtout j'utilise Express, qui est une boîte à outils qui me permet en JavaScript, donc là j'utilise du TypeScript, mais on s'en fiche, c'est quasiment pareil pour l'instant, mais c'est grâce à Express ici que je peux dire cette application-là, elle a des portes d'entrée et je peux communiquer avec elle depuis l'extérieur. C'est grâce à Express que je crée vraiment un serveur. Donc une application qui tourne en boucle et qui attend qu'il y ait des clients autour d'elle qui viennent effectuer des requêtes vers le serveur pour obtenir des ressources. Et du coup, comme j'utilise Express, j'utilise la logique d'Express. Donc Express me demande de coder en JavaScript ou en TypeScript, mais me demande de coder d'une certaine manière. Et cette certaine manière, elle est assez bateau, donc elle paraît assez complexe au début, mais cette manière, c'est bon, bah écoute, écoute, hop, je vais peut-être un peu l'agrandir ça, tac. J'ai un fichier d'entrée, index.cs, dans lequel je vais charger tout le moteur d'Express. Tout le moteur d'Express, je l'ai chargé ici, je l'ai chargé dans l'objet app. Donc dans l'objet app, j'ai vraiment voilà, tout le moteur entier d'Express. Et avec cette variable-là, je vais pouvoir dire, bon, bah écoute, je vais créer des portes d'entrée à mon serveur. Si telle porte d'entrée est utilisée, alors je vais utiliser tel module, etc. etc. Et donc ici, bah, avec app, j'ai toutes ces petites configurations-là. Donc ça, je passe, on s'en fiche. Et là, j'explique tout simplement, écoute, j'ai une ressource sur mon serveur qui est une ressource accessible à la racine de mon serveur, donc c'est le slash. Et dès qu'une application cliente va vouloir utiliser la ressource slash, bah, à ce moment-là, je vais exécuter du côté du serveur le module chessController. Donc le module, c'est simplement un fichier chessController dans lequel j'ai toute la logique qui est liée aux échecs, que pour l'instant je n'ai pas codé, évidemment. Et chessController, d'où est-ce que ça sort? Bah, c'est un fichier qui est juste externe. Ici, je l'importe en disant, bah écoute, tu vas taper dans le dossier ressources chess et chessController. Et chessController, du coup, c'est le fichier que j'ai ici. Voilà. Donc il faut que je mette quand même quelques petites lignes en plus pour que le chesscontroller.ts soit bien reconnu comme étant un module. Il faut que je lui dise, écoute, tout le code qu'il y a là-dedans, je veux que tu le comprennes comme étant le module chesscontroller. C'est ce que je récupère ici. Je le récupère ici et que je le mets dans la route slash. Hop là. Mais du coup, bah, ce chess controller, d'où est-ce que je le sors? Je le sors du coup d'un objet, d'une fonction return. Cette fonction return, d'où est-ce que je la sors? Je la sors du moteur Express. Voilà.
Donc il y a vraiment tout un fil à faire. Mais voilà. Et du coup, bah, grâce au routeur de Express, je vais avoir accès à tout un ensemble de fonctions qui vont me permettre de dire, bon, ben voilà, si on va taper sur telle ressource sur le serveur, je vais appliquer tel code dans mon programme. Et c'est ce que je vais faire ici. Là, typiquement, bah, je reprends le code à côté. Ce tuto, il est vraiment bien fait. Je devrais le partager en dessous de la vidéo, je pense, à un moment donné. Mais en gros, je vais dire, bon, bah écoute, dans Chess Controller, j'ai toute la logique de routeur de Express. Donc le routeur, c'est vraiment toute la logique de routing, de cheminement que je vais avoir sur mon serveur. Bah, je vais tout simplement donc reprendre mon objet Chess Controller que j'ai pu générer. Et je lui dis, bon, bah écoute, je vais créer une nouvelle route. Cette nouvelle route-là, c'est slash. Zut. Et lorsqu'on utilise la route slash depuis une application externe, j'ai ce bout de code qui est exécuté. Je vais le simplifier. Je ne vais pas faire un return de service. Pour l'instant, les services, je ne vais pas en parler. C'est encore autre chose. Il y a déjà assez de choses à se mettre dans la tronche. Je vais simplement faire un return coucou, je suis bien une ressource accessible dans le slash du serveur. Voilà, on va juste faire ça. Je sauvegarde. Vous voyez que quand je sauvegarde, le serveur il est automatiquement redémarré. C'est grâce au package que j'ai installé au tout début, il y a un peu plus d'une heure. Et on va tester ça. On va tester ça sur Postman. On teste tout le temps. Non, ça c'est pas Postman. Hop. Et là, si je réexécute cette requête-là, donc là il faut imaginer que je suis une application externe à mon serveur. Je vais solliciter mon serveur en disant bah, je vais taper dans la ressource slash. Si je send, est-ce que j'ai une erreur ou pas? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça met un petit peu de temps, c'est pas très normal. C'est pas normal que ça tourne en boucle là, comme ça. Je vais voir pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez dit un petit peu sur le... Il y a des projets open source populaires qui complètent bien Express.js. Oui, Express.js, c'est une stack qui est utilisée partout dans plein d'applications. Et ça permet de créer justement un serveur assez facilement côté serveur, en utilisant du JavaScript avec Node.js. Et là, je comprends pas pourquoi il boucle en permanence. Donc là, on sent bien qu'il essaie de solliciter le serveur, mais il trouve pas son bonheur côté serveur. Ah, c'est vrai qu'ici... D'accord. Là, j'ai retourné une chaîne de caractères brute de chez brut, mais comme je suis dans la mécanique d'Express, il s'attend peut-être à ce que je retourne quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça. Et effectivement, il faut que je prenne l'objet request, REQ comme request, que Express m'a préparé. Et ici, au lieu de retourner une chaîne de caractères brute, il faut quand même que je passe par l'objet request. Et l'objet request, je ne sais plus trop comment je l'avais utilisé tout à l'heure, très simplement. Je vais simplement faire un request send. Oh, ok. Donc il faut que je fasse un request send. Et là-dedans, je peux effectivement lui donner une chaîne de caractères. Et là, le send est rouge. Pourquoi? Ah non, c'est result. Pardon. Request, c'est ce qui prend, c'est toutes les informations de la requête entrante qui ont été mises par le client. Et c'est result. Oui, result, c'est ce que je renvoie justement au client. Donc, il ne faut pas que je prenne request, il faut que je prenne mon objet result. Donc, dedans, j'ai bien accès à une fonction send pour dire bah, je vais renvoyer un résultat vers le client. Et là, le résultat, ça sera ça, cette chaîne de caractères. Je sauvegarde. Lui ici, ok, ça tourne, très bien. Je reviens sur Postman. Hop. Et ici, ça devrait aller un petit peu mieux, du coup. Je send, et là, on a eu de suite la réponse de mon serveur. Et le coucou, je suis bien une ressource accessible, sans le R ici, dans le slash du serveur. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Pour pas grand chose pour l'instant. Mais c'est plutôt sympa parce que du coup, les technos que j'utilise, alors c'est vrai que j'utilise TypeScript et pas JavaScript, mais typiquement Express va être réutilisé par la suite, là dans la formation que je fais avec une partie d'entre vous.
Du coup, cette vidéo-là est plutôt intéressante parce que je vous montre comment faire une installation complète, voilà, d'un projet tout bien, tout propre, avec Express, la partie serveur, et qui plus tard accueillera aussi le client. Donc une petite vidéo à mettre de côté qui sera utile pour vous pour la suite. Bref, deux choses. J'avais installé, il y a midi qui approche, je n'étais pas du tout attaqué encore la partie échec. C'est pas très grave. Comme je disais en début de ma session, là le boulot que je fais, mieux il est fait, plus ça va me faciliter la vie par la suite. Donc je fais vraiment ça proprement. Et du coup, deux choses. J'ai installé un package qui me permet de faire des audits de qualité de mon code. Je vais voir si, là, par rapport au code que j'ai créé, est-ce que, est-ce que ce package, il a quelque chose à me raconter, un petit peu, déjà, sur les quelques lignes que j'ai fait ou pas du tout. A priori, non. Ce qui... Alors, je vais tester. Normalement, si je mets pas de point-virgule, je... là, si ça fonctionne bien, alors il faudra que je voie ESLint, je le connais pas très bien, mais si ça fonctionne bien, il devrait me râler et me dire ah non, ça fonctionne pas. Bon, il faudra que je vois. Est-ce qu'il faut que je lui précise le fichier que j'utilise? Le point d'entrée, c'est index, qui est dans source. Et si je fais ça, est-ce qu'il se réveille un petit peu plus ou pas? Bon, ça tourne. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous m'avez dit? Moi, j'ai plein d'icônes. Wow. Il met du temps, ok. Et il me raconte, écoute, il y a des problèmes de semi-colonne, donc des points-virgules. Et pour lui, je les ai que dans index.ts. Alors il faudra que je regarde avec ESLint pour lui demander de regarder tous les fichiers que j'utilise. Là, il m'a relevé des erreurs que dans le fichier sur lequel j'ai pointé. Est-ce que si je lui dis quelque chose comme ça, au lieu d'index, si je lui dis source étoile? Bon, et pendant ce temps, je vais régler ces semi-colonnes manquantes, donc les points-virgules manquants. Donc ligne 24, 30, 34. On va vérifier. Si je vais ici, effectivement, effectivement, ligne 24, 30, 34. 24 pour lui, il faudrait un point-virgule ici. Alors pour moi, il en faudrait un ici aussi, un ici aussi. Alors je sais pas trop pourquoi il m'a pas râlé là-dessus avant. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Pour l'instant, je vais faire ce qu'il me dit. On verra à la fin. Donc 24. Ah, mais après, ok, d'accord. Oula. Ah, ok, excusez-moi. Ça, c'est la colonne et ça, c'est la ligne. Donc ligne 1, 2, 3, 4. Il manque des points-virgules pour lui. Donc effectivement, point-virgule ici, point-virgule ici, point-virgule là, point-virgule là. Alors je vais les mettre partout. Hein. Hop, 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 hop. Point-virgule ici, c'est bon. Ici aussi. Et ici aussi. Tac. Ensuite, il m'a dit la même chose sur config.ts. Il manque un point-virgule, donc config.ts, où est-ce qu'il est? Ici. Il me faut mon point-virgule ici, très bien. Et ensuite, alors il y a plusieurs choses. Voilà, il me dit, écoute, ici il faut utiliser des simples cotes, donc des simples apostrophes au lieu des doubles. Ok, très bien. Et j'ai un problème d'indentation. Et donc là, on voit que dès que j'utilise ce genre d'outil-là, on a plein d'erreurs qui nous arrivent dans la face. Au début, c'est pas agréable quand on a ça, mais croyez-moi, ces outils-là sont des indispensables. Il faut les utiliser tout le temps. Ils sont ultra confort. On est sûr que si on suit ça, on est sûr que la qualité de notre code, voilà, on a un minimum de bonne qualité dans le code. Et on est sûr que dans quelques semaines ou quelques mois, si je reviens dans cette application-là, je ne vais pas avoir des bugs chelous qui vont apparaître parce que quelques mois avant, j'ai mal géré un truc ou parce que la qualité de mon code n'était pas assez bonne. Bref, je finis ici. Donc effectivement ici, j'ai double cotes. Je vais mettre des simples cotes. Hop là. Et il y a un problème pour lui d'indentation. Et le problème, je pense qu'il est ici. Tac, tac, voilà. Je reviens ici. Je relance la machine. Ça met un peu de temps par contre. Il faudrait que je regarde pourquoi ça met autant de temps. Si je peux pas accélérer ça. Bon, et normalement là, je devrais être pas trop mal. Alors, 2 erreurs pour lui. Je m'attends à avoir une indentation de 4 espaces, mais j'ai trouvé 2 à la ligne 6 dans chesscontroller.ts. Donc ici,
D'accord, pour lui, les indentations, ça devrait être 4. Ok. On va le suivre, on va pas trop se prendre la tête là-dessus. Et il manque un point virgule à la ligne 6. Il me manque un point virgule ici. Voilà. Et ici, si je relance, tac, normalement, tout sera bon. Donc pendant ce temps-là, je vais commencer à écrire un petit peu l'algorithme de mon début d'application. J'ai plus besoin du tuto, on a fait tout ce qu'il y avait dans le tuto. Voilà, ici j'ai lancé la commande, pas de message d'erreur, tout s'est bien passé. Pour lui, la qualité du code, elle est respectée. Bref, alors pour commencer un jeu d'échecs, je vais avoir pas mal de choses à mettre en place et je vais le faire étape par étape. Donc je vais commencer tout doucement, mais je m'arrêterai quand même vers midi là. Ce que je veux, c'est que pour l'instant, je vais essayer d'afficher un plateau d'échecs, mais juste avec des caractères. Je ne vais pas faire d'interface graphique, je vais rester simple. Donc typiquement, ce que j'aimerais, c'est avoir un truc comme des cases qui vont s'enchaîner comme ça. Avec dedans, éventuellement, ici il y a le roi, ici il y a un pion, etc., etc. Sachant qu'il faudra que je fasse attention au niveau des couleurs des cases. Il faudra que je fasse attention au niveau des couleurs des cases. Donc pour l'instant, je vais faire simple. Je réfléchis un petit peu. Je ne veux pas faire quelque chose non plus de trop dégueulasse. Parce que par exemple, je pourrais dire roi blanc, pion blanc et roi noir, par exemple. Mais là, au niveau de la lecture, c'est quand même pas super agréable. Donc du coup, je réfléchis sur un terminal. Comment ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, sur Postman, ici, j'affiche... Ah, attendez, je sais. Tac. Emoji database. Donc ce sont... je vais tomber sur un site dans lequel on a des caractères qu'on peut utiliser dans les programmes, typiquement. Ça, je peux faire une chaîne de caractères et inclure ça dedans. Et je suis presque sûr que j'ai déjà toutes les pièces d'échecs avec les couleurs. Est-ce que j'ai fait une erreur de... Alors ici, j'ai bien des pièces. Des pièces blanches. Ok. Et est-ce que j'aurai l'équivalent black? Oui. Allez, super. Bon, du coup, je vais pouvoir faire ça sur un terminal de manière pas très crade. Donc ça, c'est cool. Alors, du coup, première étape, ça va être de poser un plateau d'échecs de manière complètement statique. Je ne vais pas utiliser de système pour charger les pièces sur mon plateau. Pour l'instant, je veux juste un affichage statique, bête et méchant, pour déjà voir si visuellement ça s'affiche plutôt bien. Et une fois que mon affichage statique est bon, à ce moment-là, je vais commencer à rendre les choses dynamiques. Je vais faire en sorte que les pièces que j'affiche ne soient pas directement sur le plateau d'échecs, mais ce soient des pièces que je place petit à petit sur le plateau. Ensuite, je vais l'écrire tout ça. Donc, première étape, afficher un plateau d'échecs statique. Donc vraiment avec aucune logique, il n'y a vraiment aucun if, aucun code, aucune boucle, rien du tout. Ensuite, ce que je voudrais, c'est détacher l'aspect graphique de l'échiquier des pièces. En d'autres termes, je veux que les pièces soient récupérées depuis un fichier de données. Le plateau ne bougera jamais, ce sera toujours le même plateau. Par contre, les pièces vont, elles, bouger. Donc forcément, ça va finir dans des variables. Et au début, je vais les gérer sur un fichier de données. Donc comme ça, ce qui permettra de créer des sauvegardes par la suite. Bon, bref, je ne rentre pas trop dans les détails. Détacher l'aspect graphique de l'échiquier des pièces, c'est-à-dire échiquier affiché en dur dans le code, mais les pièces, je veux les récupérer depuis un fichier de données. Récupérer depuis un
fichier de données. Hop, je vais commencer par ça. Merci pour le drive. Ok, bah super. Bah écoute, bon appétit et bonne fin de dimanche. Et moi je vais pas tarder non plus. Je vais faire juste l'affichage du plateau pour l'instant. Et je m'arrêterai là du coup. Alors du coup. Donc ensuite j'aurai d'autres étapes. Ça va être gérer le placement. Gérer le déplacement des pièces. Etc. etc. Bon. Après, ça sera avoir un mode de joueur, avoir un mode contre un ordinateur, et c'est à ce moment-là où je pourrai faire mon intelligence artificielle. Mais il me faut ces trois prérequis-là. Je peux pas faire ça sans créer d'IA derrière. Parce que si je crée une IA, je vais avoir envie de la tester. Donc il faut que j'ai un plateau d'échecs fonctionnel avant. Bref, du coup, je vais afficher un échiquier statique. Alors, je vais réutiliser ça. On va commencer par afficher la première ligne de notre plateau d'échecs avec les pièces dedans. Et pour ce faire, je vais utiliser des cases comme ça. Alors soit noire, soit blanche. Du coup, ce qu'il me faut, c'est le caractère. Il y a un caractère qui permet d'avoir juste un bloc rempli. Je vais me servir de ça. Caractère, fil, et c'est tout. Je pense que ça devrait suffire. Fil, rectangle. Voilà, c'est ça. Hop. Donc ce que je vais récupérer, c'est... non, s'il te plaît, fous-moi la paix. Tac. Hop là, tac. Donc ça, première case noire de mon plateau. Hop là. Ensuite, une case blanche. Une case blanche, je vais laisser un espace comme ça. On va faire ça, oui. Donc case noire, case blanche, il y a 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là on est bon. C'est case blanche à droite quand on est les blancs. Ok. On va tester un truc. Je vais faire donc un const. Et là pour l'instant je code en JavaScript. Il ne faut pas que j'oublie que je suis en TypeScript. Donc peut-être que ça va pas marcher ce que je fais. Mais pour l'instant on teste. Donc je vais mettre board comme plateau. Et je vais créer plusieurs lignes. Donc je sais qu'en JavaScript, pour créer plusieurs lignes d'un coup, il faut utiliser cette syntaxe-là. Et là, on voit que ça ne lui plaît pas. Alors peut-être qu'en TypeScript, ça ne lui plaît pas. Alors je vais faire TypeScript, create multiline string. Multiligne string. Tac. Alors comment on fait un TypeScript du coup? Alors, a priori c'est simple code, simple anti-code. Ok, bon ce qui est pas plus mal. Je trouve ça même mieux que JS parce que triple code c'est un peu bizarre. Pourquoi 3 et pourquoi pas qu'une seule? Bref, on a notre première ligne. Ok, notre deuxième ligne. Alors la deuxième ligne ça va être la première ligne mais avec un décalage. Donc on est sur un échiquier, hop. Hop là. Et du coup bah, je répète ça pour avoir un échiquier complet. Donc là, j'ai la moitié de mon échiquier. Et là, j'ai l'échiquier complet. On va tester. On va faire, bah écoute, je ne vais pas retourner juste cette chaîne de caractères là. Ça, je vais le mettre en commentaire. Je vais peut-être le réutiliser après. Je vais retourner board. On va voir comment ça se débrouille côté Postman. Côté Postman, si j'envoie ça, ok. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a un début d'échiquier ici. C'est dégueulasse, mais c'est un début. C'est très bien pour commencer. Je réfléchis. Non, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus simplement. Je vais mettre les pièces de mon échiquier. Voilà. Et puis je m'arrêterai là. Donc les pièces. Est-ce que je commence à les mettre dans des variables ou pas? Je vais commencer à les mettre dans des variables. Parce que je vais utiliser ces variables-là après, ailleurs dans mon programme. Donc comme ça, ces variables-là seront déjà créées. Je vais donc créer la variable. Alors il faut que je retrouve les noms des pièces en anglais, je ne les connais pas. Chess, board, list, piece. On a le pawn pour le pion, donc const pawn, hop, qui va être égal à, et là ici, je veux un pion.
Alors, ce que je vais faire, je vais déjà me faire une petite structure un peu plus complexe. Enfin, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Ça va être justement intéressant de faire ça. Où est-ce que j'ai mon... Voilà, ici. Alors, ici, si je tape pawn... Zut. Right. Pawn. Tac. Ok. Chesspawn. Voilà. Donc, si je clique dessus, je crois que ça me le copie directement. Pas du tout. Ok. Donc, voici mon pion blanc. Donc, ça, c'est le pawn right. Et si je veux faire le black, hop, je reviens ici. Alors j'ai juste à changer ici en black. Hop. Ça m'évite d'aller le chercher. C'est pas black, B. Il existe bien le pawn black. Et si je fais white. Oh, j'ai pas toutes les pièces en noir et en blanc. Bah si, alors c'est le site dans lequel je suis qui me... Ok, bon. Tac, tac. Ça c'est non. Donc on voit la différence, elle est assez subtile, mais on la voit. Ok. Alors le truc c'est, comme je disais, je me dis, bon, je vais pas faire à chaque fois la variable pour le blanc, la variable pour le noir, c'est juste ultra pénible. Je vais faire une structure un peu plus qui va pour moi, qui va me permettre de compacter tout ça et de pas devoir répéter à droite à gauche tout ce que je fais. À la limite, euh, je vais créer const piece, une structure de données qui va avoir toutes les pièces, en tout cas leur représentant graphique là-dedans. Donc typiquement, je vais donc faire, là-dedans je vais mettre une entrée que je vais appeler pawn, et je vais lui mettre comme valeur un nouveau tableau. Donc on va dire que 0 ça sera... je vais faire un tableau simple, ça va simplifier la structure de données, parce qu'en fait je pourrais être tenté de faire quelque chose comme ça, de dire écoute ici je vais mettre right, avec la valeur à côté, donc par exemple je vais faire ça, et ensuite je vais faire black, mettons. Donc ça serait une première bonne approche. Le truc, c'est que c'est un petit peu lourd. Je sais que je n'aurai que 2 couleurs. Donc c'est pas trop pertinent d'utiliser un objet. Je vais utiliser une structure qui est un peu plus simple et qui sera un peu moins gourmande en termes de paires. Je vais utiliser un tableau directement et je vais partir du principe que l'élément 0 du tableau ce sont les blancs et l'élément 2 ce sont les noirs. Donc les blancs ici, le premier élément de mon tableau ça sera ça et le deuxième élément ça sera ceci. Hop là, tout simplement. On va partir là-dessus. Et par exemple, si je veux placer les pions sur mon plateau, alors, comme je suis sur le TypeScript, je ne sais pas trop comment je dois caler les variables quand quand j'affiche un chessboard en multiligne. Je vais regarder où j'étais tout à l'heure. Ça, ah non, quoique je veux avoir les noms toujours. Tac, non. Bref, je le retrouverai après. Je réfléchis. Oui. Alors je vais repartir. J'ai dû fermer la page tout à l'heure. Donc multiline, TypeScript, string. Hop, j'étais là-dessus. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment on interprète des variables là-dedans. Donc là, on a toujours du texte en dur, très bien. Ok, donc c'est avec cette notation-là. Alors comme je dis ailleurs, c'est pas une notation très... On peut faire beaucoup plus propre en termes... Enfin, on peut faire des choses beaucoup plus performantes. Pour l'instant, je vais faire simple ici. J'optimiserai un peu plus tard, mais... Alors je vais appeler ça P. Et je vais lui dire, écoute, ici tu vas m'afficher un pion. Donc tu vas afficher un pion, et je veux que ce soit un pion noir, donc c'est ça, tout simplement. Et je vais le répéter. Hop là. Hop là, hop là. Et on a par contre ici des pions blancs. On va voir comment ça rend.
Si ça rend à peu près proprement, je pense que j'arrêterai le live ici. Voilà. Alors, du coup, testons. Donc là, pour rappel, bah, le get, c'est lorsque un client externe à mon application accède à la ressource slash, je vais retourner ceci. Donc là, je retourne board que j'ai défini là. Et du coup, si je reviens sur Postman, hop, on va voir un petit peu comment ça s'affiche. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, voilà, un petit truc, c'est que ici, on observe qu'il y a un petit décalage. C'est tout simplement parce que le pion, ça prend un peu plus d'espace que l'espace vide que j'ai mis là. Plusieurs solutions, plusieurs solutions. Euh... te, 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 te. Je pourrais gérer la tabulation. Je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, très bien. Alors la tabulation, ça va me permettre de corriger un petit peu ce problème d'espace entre les cases. Alors, ça va être un peu pénible là, parce qu'il va falloir que je le mette un peu partout. Sinon, je vais faire... Est-ce que j'ai des tableaux ailleurs? Oh, attendez, hop. Au lieu de le taper péniblement... Ouais, ok, tac. Alors, je vais remplacer ceci par ceci. Voilà, comme ça. Et je vais tout remplacer. Tac, voilà, j'ai mes tabulations qui se sont bien mises. Je regarde un peu ailleurs, a priori j'ai... Non, a priori c'est bon pour le reste. Hop là. Si je reviens ici, que je refais un send, c'est toujours pas top. Il y a quand même cette case-là qui m'embête, qui prend pas assez d'espace. Si je reviens là, je vais la combler avec ça, je pense. Hein. Ou alors... Bon, je vais passer par ça. Malheureusement, je vois pas trop comment faire autrement pour l'instant. Je trouverai des moyens un peu plus propres. Zut. Tac, tac, remplace tout. Hop là. Et là, du coup, on se retrouvera avec un échiquier. Tac. C'est pas terrible encore, hein. Parce que le pion, il prend plus d'espace que ça, quand même. Allez, on va encore un petit peu traficoter. Je vais transformer ça non pas avec une seule table, mais avec deux tables. Tac. Et si je fais ça, on va avoir des cases. Ah, il m'en prend qu'un? Pourquoi tu m'en prends qu'un? Bah, il me prend qu'un, le vilain. Est-ce que si je fais quelque chose comme ça, hop, tac, et si j'envoie... Non, toujours pas. Bon, il faudra que je trouve une manière un peu plus clean. Bon, quoi qu'il en soit, on a un premier plateau avec des pions dessus. Et moi, ça va me servir de base de travail pour construire petit à petit le jeu d'échecs. Là-dessus, voilà. Et, donc, comme on peut voir, j'ai fait une... Vraiment, le but, c'était avoir une petite représentation graphique, mais j'ai cherché le minimum vital pour me concentrer assez vite sur les données que je vais devoir utiliser sur mon jeu et la logique que je vais avoir à partir de ces données-là. La logique, le côté métier, c'est j'ai des pions, les pions vont pouvoir que avancer ou manger en diagonale, les fouilles vont se déplacer en diagonale, etc., etc. Mais ça, comme j'ai un logiciel avec lequel je vais pouvoir solliciter mon serveur et comme j'ai un affichage graphique, ça veut dire que je vais pouvoir implémenter la logique de mon application petit à petit et la tester visuellement, facilement, petit à petit. Donc j'ai vraiment fait la base de mon application pour me mettre vraiment dans de bonnes conditions, pour développer petit à petit les fonctionnalités, pour pouvoir les tester petit à petit. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il reste du monde sur le chat. Je vois pas très bien sur OBS. Est-ce qu'il reste du monde ou pas du tout? Tout le monde est parti manger peut-être. Bon, pas de message. Je pense que vous êtes parti manger. Bah écoutez, moi je vais arrêter le live ici, en tout cas. Merci d'avoir suivi. Merci pour les petites questions aussi. Et bah écoutez, c'est pas impossible que je réitère ça les dimanches. Je vais voir un petit peu, mais
Je pense que je vais en faire une petite série de vidéos que je mettrai peut-être sur YouTube, une petite chaîne éventuellement. Ça qui me pourrait permettre de garder en sauvegarde les vidéos parce que sur Twitch, elles le dégagent au bout d'un certain jour. Bon, bref, je vais y réfléchir. Bon appétit, s'il y a des personnes qui sont encore là. Bon appétit à ceux qui sont partis. Merci à vous et je vous dis à une prochaine fois.